Comme chaque matin et un excellent lundi matin à vous, on retrouve notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous comme chaque matinée sur Radio J pour commenter ce qui se passe en Israël, les derniers développements, et peut-être on va faire le point d'abord sur ce qui se passe sur le terrain à Gaza. On sait que l'armée israélienne se prépare activement à reprendre les combats dans la bande de Gaza. En tout cas, Israël a stoppé depuis hier l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. La décision a été prise par Benjamin Netanyahou après des consultations avec le petit cercle de ministres et de responsables des services de sécurité qu'il a donc consulté à 2 reprises durant le week-end. Le chef du gouvernement israélien a expliqué que la mesure était motivée par le rejet par le Hamas du nouveau plan présenté par Steve Witkoff, l'émissaire du président Trump, pour la suite de la trêve. Selon les explications de Benjamin Netanyahou, le diplomate américain a constaté qu'il y avait trop de divergences entre les 2 camps et qu'il fallait d'abord plus de temps avant de pouvoir négocier la phase 2 en vue d'un cessez-le-feu permanent, d'où sa proposition de prolonger la trêve de 50 jours supplémentaires qui comprendrait la libération le premier jour de la moitié des otages et les autres au bout de 50 jours lors de l'accord sur le cessez-le-feu permanent. Israël a accepté le plan américain, mais le Hamas l'a donc rejeté et depuis hier matin, plus un seul camion d'aide humanitaire ne pénètre dans la bande de Gaza. Israël a décidé d'intensifier progressivement par palier la pression sur le Hamas pour le contraindre à reprendre les pourparlers. D'autres mesures sont prévues tant que le Hamas refusera d'obtempérer. Les étapes suivantes pourraient être la coupure d'approvisionnement en eau et en électricité de la bande de Gaza, le déplacement de la population du nord vers le sud du territoire et des frappes ciblées contre des sites stratégiques du Hamas. Et la dernière étape, en cas d'échec des négociations, sera la reprise de l'offensive militaire. La première phase de la trêve, on le sait, a pris fin samedi à minuit, mais elle est censée continuer tant que les négociations se poursuivront. Benjamin Netanyahou escompte que cet effet d'annonce fera céder le Hamas, mais le Premier ministre israélien cherche d'abord à prolonger la trêve de quelques jours, au moins jusqu'à ce que Steve Witkoff ait de nouveau rencontré les dirigeants israéliens et les médiateurs. L'émissaire américain a reporté sa tournée dans la région d'1 semaine et doit donc arriver jeudi en Israël. Le Hamas, de son côté, répète qu'il ne libérera des otages que par la négociation qui doit rester sur le dispositif des 3 phases de l'accord de trêve tel que prévu par l'administration Biden. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Pascal, a fait le point d'ailleurs aussi hier sur la situation des otages. Il a donné le nombre d'otages vivants et morts, je crois. Pour l'instant, on reste sur les chiffres connus jusqu'à présent, c'est-à-dire 59 otages au total, toujours captifs dans la bande de Gaza, dont 24 otages en vie. On a l'impression quand même que c'est les États-Unis qui dirigent actuellement les négociations finalement. Est-ce que c'est aussi le sentiment qui prévaut en Israël, Pascal ? Oui, clairement. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ce sont les États-Unis qui ont la main. On a entendu hier le porte-parole du conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche répéter qu'Israël avait négocié de bonne foi et que les États-Unis soutiendront Israël dans ses décisions pour la suite. Autrement dit, si Israël décide de reprendre l'offensive militaire contre le Hamas, ce sera avec le soutien des États-Unis. Cela dit clairement, l'administration Biden veut absolument reprendre les négociations sur la trêve pour arriver à un cessez-le-feu permanent. L'administration Trump, effectivement. L'administration Trump. On s'y perd, Pascal. Alors, par ailleurs, il y a ces enquêtes autour du 7 octobre qui se poursuivent. Des centaines de proches de victimes d'anciens otages, aujourd'hui, exigent une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre et les faillites, notamment, de l'armée, du gouvernement. Concrètement, qu'est-ce qu'ils demandent ? On en est maintenant à plus de 1500 signataires, familles d'otages, rescapés des massacres du 7 octobre, otages libérés, qui ont signé un appel au gouvernement à la formation d'une commission d'enquête d'État, c'est-à-dire une commission d'enquête indépendante sur le 7 octobre et spécifiquement
sur ce qui concerne la négociation sur les otages. Est-ce que la négociation a été conduite de manière satisfaisante depuis le 7 octobre? Quelles occasions ont été manquées? Dans quelle mesure ces occasions manquées ont causé ou entraîné la mort d'otages par les mains du Hamas, évidemment, depuis le 7 octobre. Donc là aussi, l'exigence des familles d'obtenir des réponses sur cette tragédie. D'ailleurs, donc Yarden Bibas a lui aussi signé cet appel, alors que des milliers d'Israéliens se rendent depuis quelques jours en visite de condoléances auprès du mari de Shiri Bibas et du père d'Ariel Kfir. D'ailleurs, vous parlez de Yarden Bibas, mais il y a aussi les corps des autres otages qui ont été tués, qui ont été ramenés en Israël, et les funérailles qui ont lieu ce week-end et qui vont se poursuivre aujourd'hui, avec celle de Shlomo Mansour notamment. Oui, Shlomo Mansour a été inhumé hier au kibbutz Kisufim en présence du chef de l'État. Des milliers de personnes, là encore, se sont massées sur la route le long pour assister au passage du convoi funéraire. Évidemment, beaucoup toujours d'émotion, de tristesse de voir ces otages revenus malheureusement décédés. Aujourd'hui, ce seront les obsèques de Itzik Algarat qui sera inhumé au kibbutz Nir Oz. Alors vous parliez tout à l'heure, Pascal, de ce qui se passe dans la bande de Gaza avec l'arrêt de l'aide humanitaire livrée aux Palestiniens notamment. Qu'est-ce qui se passe aussi du côté de la Judée-Samarie? Parce que je crois que les opérations antiterroristes se poursuivent également. Hein. Oui, les opérations antiterroristes continuent. On a assisté encore à la fin de la semaine dernière, jeudi, à un attentat à la voiture bélier dans le centre d'Israël qui a fait une quinzaine de blessés. Donc évidemment, là aussi, mobilisation intense des services de sécurité israéliens pour prévenir d'autres attentats, alors qu'on voit évidemment la reformation constante d'organisations terroristes et de tentatives de lancer des attentats contre la population israélienne. Et un mot rapidement, Pascal, aussi de ce qui se passe sur la scène internationale. Vous l'avez vu en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, les tensions entre Trump et Zelensky. Quelle est la place d'Israël là-dedans? Est-ce qu'on en parle en Israël? Évidemment, on en parle en Israël, essentiellement sur la façon dont Donald Trump prend des décisions, en quelque sorte à la hache, avec évidemment la préoccupation d'un revirement possible, même si ça n'est pas encore le cas, du soutien de Donald Trump à Israël dans la crise de Gaza et des otages. Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Pascal. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h26. À tout à l'heure.